Bonjour Hélène Gaudy. Bonjour. Une deuxième fois, je ne sais pas à quel point le problème technique que nous venons de vivre s'est ressenti pour les personnes qui regardent. Donc, à nouveau, je vous dis mon plaisir de m'entretenir avec vous et puis mon émotion de pouvoir parler avec vous de ce livre-là, de Un monde sans rivage, qui a paru donc en 2019 et qui fait partie à mes yeux d'une des plus belles lectures, parmi les plus belles lectures que j'ai eu la chance de faire récemment. Et donc voilà, ce livre-là, Un monde sans rivage, est un livre qui rompt avec la manière avec laquelle vous étiez entré en écriture en 2006, si on revient justement à ce premier livre que vous aviez fait paraître, sur la mer, qui présentait à partir d'une scène, d'une situation, plusieurs variations qui étaient extrêmement tournées vers le caractère photographique, dirait-on, pour s'avancer peut-être un peu sur ce qui nous amène ensemble aujourd'hui de cette présence d'une situation, cette femme dans une chambre d'hôtel avec cette vue sur la mer. Et qu'est-ce qui se passe quand on change un peu tel ou tel élément de l'intrigue? Ce livre, Un monde sans rivage, embrasse davantage un courant qui est assez remarquable en littérature contemporaine actuellement, tourné peut-être davantage vers un travail d'enquête, vers un travail de restitution d'un réel que l'on saisit par ses bribes, par fragments, par les fouilles que l'on effectue, que ce soit sur le terrain ou dans des archives. C'est une forme que vous aviez déjà expérimentée, me semble-t-il, en 2016, autour de Une île, une forteresse, qui est un livre que vous aviez consacré à la ville de Térésine, qui est à la fois cette ville que l'on connaît, tristement célèbre pour le rôle qu'elle a tenu dans la propagande nazie, en tant que camp modèle pour les Juifs, en tant que camp tout court, et puis une ville dans laquelle il y avait eu de la vie auparavant, dans laquelle il y a encore de la vie aujourd'hui. Et cette question qui nous anime aujourd'hui, celle de la survie, celle du vivre après, du vivre avec peut-être, du vivre malgré, du vivre en dépit d'eux, enfin on pourrait le décliner encore de nombreuses fois, qui se trouvait vraiment au cœur de cette forteresse-là, en étoile, et à partir de laquelle se ramifiaient ces questions. Dans Un monde sans rivage, vous prenez la piste, cette fois, de 3 explorateurs se réunis autour de l'expédition Andrée, qui avait pour projet de découvrir en ballon le pôle Nord. Et c'est une expédition dont on a su, 30 ans plus tard, en découvrant les pellicules non encore développées, qui avaient été constituées par le photographe de l'expédition, qu'elle avait connu un sort lent et douloureux, et s'était résolu après le naufrage du ballon par de longs mois passés sur la glace dans une tentative de survie. On pourra s'interroger, est-ce qu'il s'agissait d'une survie, un survivre actif, encore optimiste? C'est ce que vous montrez pendant de longs mois. Vous suivez grâce à ça, grâce au journal d'Andrée, cette évolution-là autour de ce parcours. Peut-être qu'en fait, ce sera ma première question pour cette deuxième version de notre début d'entretien. Partons peut-être de ce journal et de ce qui vous a permis d'écrire ce livre, de ces traces tangibles qui ont été au début d'abord votre rencontre avec ces explorateurs et votre désir d'écrire. Il y a la photographie, je crois, il y a le journal d'Andrée, il y a une certaine correspondance. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur la manière dont cette rencontre s'est faite et peut-être le rôle que ces documents ont eu dans votre écriture? Merci de cette introduction. Alors là, vraiment, ce livre, il est venu des images. Le document a plusieurs fonctions, on va dire, dans l'écriture pour moi. Il y a une fonction d'archive et de matière qui va servir à écrire, mais il y a aussi une fonction d'étonnement ou de fascination qui est la première fonction, en fait, qui va vraiment déclencher le désir d'écriture. Avant même d'être dans une démarche de recherche, de documentation, il y a cette envie, en fait, de ce saisissement par rapport au document, qui est souvent photographique. Et c'est vrai que pour Un monde sans rivage, la rencontre vraiment première qui a donné lieu à l'écriture, c'est ces photographies, donc qui ont été retrouvées 30 ans après la mort des explorateurs. Et alors ces photographies, elles ont beaucoup de particularités qui les rendent passionnantes, mais déjà plastiquement, elles sont très étonnantes parce que c'est des photos qui ont passé 30 ans dans la glace et sur lesquelles on voit vraiment réapparaître ces hommes
qui avait complètement disparu, donc qui avait alimenté les faits divers de l'époque. Il y avait tout vraiment des légendes en fait qui s'étaient créées autour de ces 3 hommes qui s'étaient vraiment envolés au sens propre puisqu'ils étaient partis en ballon et qu'on n'avait plus eu aucune nouvelle. Et vous le montrez, vous citez même des unes de journaux en fait. Oui, il y a des unes de journaux. Ils avaient pris des pigeons voyageurs, donc de temps en temps il y avait un pigeon qui réussissait des mois, voire des années après à arriver quelque part portant un message aussi essentiel que l'humeur est excellente par exemple. donc c'est vrai que c'est des explorateurs très optimistes et qui s'épanchaient peu, donc la matière textuelle, on va y venir, elle est passionnante, mais les images, on les voit vraiment fiers, conquérants sur ces photos, mais les photos elles-mêmes portent la trace finalement de ce qui s'est passé, puisqu'elles sont tellement détériorées, tellement pâlies par le temps, par la glace, que finalement elles montrent déjà des fantômes. Et avant de connaître l'histoire, en découvrant ces photos dans une expo à Copenhague, là où je les ai vues pour la première fois, j'ai vraiment eu l'impression d'être face à des images de revenants. Ce qu'ils sont d'ailleurs, puisqu'ils reviennent vraiment par la photographie. Mais même la matière des images, en fait, préfigure en quelque sorte ce qu'ils sont eux-mêmes devenus. Donc il y a vraiment une fascination première face à ces images sans rien en connaître, qui déclenche le désir d'écriture. C'est vrai que pour moi, ça vient très souvent d'une photo. Et parce que la photographie, justement, a cette vertu de montrer des choses et de cacher énormément de choses aussi. Et il y a cet équilibre qui se fait dans certaines images, en fait, où on voit que le minimum visible est là, mais que la masse de ce qui est caché, la masse du mystère, en fait, pèse plus lourd et est presque plus visible que la masse de ce qui est montré. Et ça, pour moi, c'est vraiment un déclencheur. Et ensuite, il y a la recherche, donc découvrir ce que sont ces photos, qui sont ces hommes. Et là, il y a un travail sur le document qui est peut-être plus un travail d'archive aussi pour approcher cette image-là. Mais au départ, il y a vraiment le désir en fait de rentrer dans l'image, le désir de la connaître. Et le journal va arriver un petit peu plus tard, parce que donc, j'ai découvert plus tard tous les tenants et les aboutissants de cette expédition. Et le journal est aussi une matière assez fascinante parce que, de la même manière, ils disent des choses, mais ils en cachent aussi beaucoup. Ils sont toujours très optimistes, très curieux par rapport au paysage. Ils ont une espèce de fraîcheur, comme ça, presque naïve, ou en tout cas très étonnante par rapport à la réalité de ce qu'ils sont en train de vivre, parce qu'ils sont quand même littéralement en train de mourir, en train d'errer jusqu'à leur mort. Et malgré tout, ils racontent qu'ils ont trouvé une algue formidable, qu'ils ont mangé une galette de sang d'ours qui était délicieuse. Ils boivent du champagne. Enfin, ils sont dans un récit comme ça, qui est un récit parallèle finalement à ce qu'ils sont en train de vivre, et qui, de la même manière que les images, vient nous raconter une histoire, vient nous monter une légende. Et tout ça, ça donne envie, avec l'écriture, d'essayer de se glisser justement dans cet écart en fait, entre ce qu'on suppose qu'ils ont pu vivre et la trace qu'eux-mêmes ont tenu à laisser. Ça, c'est quelque chose, vraiment, ces récits parallèles, je reprends un terme que vous venez d'employer, qui vous touche beaucoup, que vous mettez beaucoup en scène et que vous auscultez, il me semble, dans le texte, en parlant de la manière dont différents récits ont été construits autour de ces explorateurs. Et il y a notamment dans le roman une inquiétude par rapport à la manière dont on écrit les histoires des héros. Il y a un passage qui m'a beaucoup frappée dans le texte où vous visitez en contrepoint 2 musées différents consacrés à 2 expositions différentes. L'une est triomphante, l'autre est un échec, l'expédition Andrée. Et le musée Andrée est beaucoup plus humble. Vous dites qu'il y a quelque chose de touchant, presque plus incarné, à voir se dérouler sous vos yeux l'histoire de ces hommes qui ne sont pas devenus les héros qu'ils avaient projeté de devenir et qui, pour un rôle pour lequel ils avaient prévu à la fois le costume, les victuailles et le décorum, contrairement à ces hommes que l'on transforme en légendes, dont on gomme certains aspects. Il me semble que cette inquiétude, vous l'avez reprise à votre compte dans la manière dont vous avez choisi le ton de votre roman, qui n'est pas du tout un ton homogène d'ailleurs. Tantôt roman d'aventure, tantôt anti-roman d'aventure, roman de anti-héros, roman historique de temps en temps, roman d'amour parfois, avec une véritable attirance pour ces zones de vide dont vous parliez, que parfois vous cherchez à explorer par la fiction, sans jamais prétendre vous y substituer, mais en proposant comme cela. Oui, j'aime bien ce mot d'inquiétude, parce que c'est vrai que je trouve que c'est assez juste par rapport à...
il y a une méfiance aussi vis-à-vis du document. On a parlé de cette fascination, mais il y a aussi une méfiance, il y a aussi une inquiétude, il y a aussi un doute par rapport à ce qui reste de quelqu'un. On se doute bien qu'une vie est forcément infiniment plus ambiguë et riche que ce qu'il en reste. Et c'est vrai qu'en s'intéressant un peu à cette figure du héros, je me suis rendu compte, ce que je savais sans doute déjà plus ou moins, mais en tout cas j'ai creusé un peu cette question de comment on fabrique un héros et qu'est-ce qu'on choisit de garder d'une vie en fait. Et ça c'est assez frappant quand on voit les destinées des différents explorateurs. Donc je parle notamment de Nansen, donc, qui est vraiment un héros. Qui a tout réussi. Et quand on lit les biographies de Nansen, on voit qu'il était champion de ski de fond à 3 ans, que vraiment, enfin, tout est relu, enfin, toutes ces réussites sont égrenées les unes après les autres, et on a l'impression que ça trace comme ça une ligne toute droite jusqu'aux expéditions triomphantes. Et inversement, je pense à un homme qui a été un des premiers qui a volé un des premiers qui a volé en ballon, Pilâtre de Rosiers, qui lui s'est écrasé, son ballon s'est écrasé, il en est mort. Et quand on lit les biographies de Pilâtre de Rosiers, au contraire, on voit tous ses échecs. On dit que c'était un intrigant à la cour, qu'il avait forcément des visées pas très honnêtes. Enfin, et tout est relu finalement à l'aune du résultat, quoi, à l'aune de la fin. Et c'est vrai que moi j'avais envie à la fois de questionner ça, donc d'inquiéter, de mettre en doute ces questions-là. Et puis après il y a cette question de l'échec. Bon, c'est vrai que c'est aussi un livre sur l'échec et sur tout ce que l'échec va fabriquer de différent en fait. Moi c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas échouer pour échouer, mais c'est quand on échoue, ça veut dire qu'on va pas justement suivre cette ligne toute tracée jusqu'à la réussite, et on va être obligé de créer une ligne oblique, une ligne un petit peu différente de ce qu'on attendait. Et en l'occurrence, ces 3 hommes, ils vont échouer, mais ils vont échouer d'une manière très bravache, très folle, très absurde par moments. Ils vont découvrir aussi quelque chose de par cet échec. Et alors après, il y a beaucoup d'interprétations qu'on fait sur le tard, et c'est aussi pour ça que je mets en doute mes propres interprétations, que je ne prétends pas avoir la vérité sur ce qu'ils ont vécu, parce qu'en plus, il y a le temps qui a passé, il y a plein de choses que nous, on voit aujourd'hui différemment de ce qu'eux ont pu vivre. Mais ce qu'on peut lire aujourd'hui aussi dans cette expédition, c'est que finalement, ces hommes, ils avaient pour but d'apprivoiser le paysage, même plus qu'apprivoiser, de dominer le paysage, puisque leur but, c'était donc de survoler en ballon le pôle Nord, et puis de lancer une petite balise, de faire des cartes et de dire, voilà, le pôle Nord nous appartient, quoi. Il y a quand même cette volonté de domination. Et puis finalement, c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent les pieds dans la neige, ils ne dominent plus rien du tout, ils ne voient rien, ils ne peuvent pas faire de cartes. Non seulement ils ne peuvent pas faire de cartes, mais le paysage est mouvant, donc ils s'endorment le soir, ils se réveillent le matin, ils ont reculé de 30 km parce que la banquise est mouvante. Donc c'est exactement l'inverse qui se passe, et malgré ça, ils vont y trouver une forme de beauté. Alors ça, c'est pas moi qui l'interprète, c'est vraiment eux qui l'écrivent. Ils sont tout le temps saisis par le paysage grandiose dans lequel ils marchent. Ils ont une curiosité qui est quand même assez fascinante par rapport à ce lieu-là. Donc finalement, c'est le paysage qui gagne quelque part, même si c'est bizarrement dit, mais la domination s'inverse, et c'est eux qui se retrouvent en fait ballottés et finalement avalés en fait par le lieu qu'ils sont venus dominer. Donc cet échec-là, finalement, c'est une expédition qui va produire l'inverse de ce que la plupart des expéditions produisent, puisque ça produit pas une domination, ça produit au contraire un effacement, un effacement qui est vécu dans une certaine forme je ne sais pas si on peut dire de bonheur, mais en tout cas d'intensité pour eux par moment. Ils vont vraiment avoir des instants où faire partie du paysage, être dans ce lieu-là, ça va être vraiment une source de grande intensité pour eux. Et je trouve que c'est aussi dans ce sens-là que cet échec est un bel échec, ou en tout cas est un échec qui dit quelque chose. C'est à la fois parce que leur expédition est folle et qu'il y a vraiment quelque chose d'assez surréaliste à les imaginer avec leur veste en tweed et leur bouteille de champagne en train d'errer sur la banquise et d'y croire jusqu'au bout. Donc il y a quelque chose comme ça de très... un panache, quoi. Il y a un panache un peu absurde, mais qui en fait une expédition qui ne ressemble à aucune autre. Et puis, il y a ce rapport au paysage aussi qui, du coup, va faire de cette expédition le symbole de l'inverse de ce qu'elle devait être. C'est pas une expédition qui domine, c'est une expédition où on apprend finalement à
on apprend qu'on est beaucoup plus petit que le lieu qu'on voulait attraper, quoi, qu'on voulait dominer. Oui, on va revenir tout à l'heure, si vous voulez bien, sur cette question-là justement de ce que le paysage fait à cette expédition et en quoi cela résonne avec l'actualité. Vous avez des pages très fortes là-dessus. Mais j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur la question de l'échec d'une expédition par rapport à la réussite d'autres. Vous montrez notamment par rapport à Nansen que le succès tient parfois à peu de choses, à un coup de chance incroyable. Et Nansen est le personnage de l'une des échappées, l'un des retours à la vie les plus flamboyants du texte. Flamboyant parce qu'il dépend presque très peu de lui, en fin de compte, après avoir passé plusieurs mois terré dans un trou creusé à même la glace contre Johansen, son partenaire d'expédition, après avoir quitté son équipage dans l'idée de mener à bien l'expédition et de trouver du secours lui-même. Nansen sort un beau jour sur la glace et ce jour-là tombe nez à nez avec un autre explorateur qui passait par là, qui le reconnaît immédiatement. Vous êtes Nansen, qui d'ailleurs en profite pour prendre une belle photo de Nansen, pas tout de suite parce qu'il fallait le décrasser un petit peu, mais après, quand il était présentable. Et vous avez cette phrase-là, comme si la banquise était un bout de glaçon, sur lequel de temps en temps, deux explorateurs se piquaient de se croiser, de se raconter leurs projets fous et se séparaient comme si de rien n'était. Il y a vraiment cette manière d'aborder, encore une fois, l'écriture du héros, de la légende, et puis ce hasard, cette manière de volatilité de tout ce qu'on aurait pourtant construit avec le plus de rigueur et de préparation. C'est une scène que j'adore, la rencontre de Nansen avec cet explorateur. C'est vrai que c'est complètement fou. Nansen, il a une chance assez dégoûtante, faut bien le dire. C'est vraiment tout lui réussit. Enfin, la construction du héros existe, mais il a vraiment dans sa vie un certain nombre de choses qui lui arrivent et qui sont quand même assez incroyables. Et là, par rapport à la photo, c'est intéressant aussi, parce que vous avez parlé de cette photo, donc ils rencontrent cet explorateur, ils font une première photo, là, comme ça, en se serrant la main sur la banquise. Donc c'est vrai que rien que sur l'image, on voit cette espèce de chance complètement absurde. Ils sont dans une immensité blanche où personne n'est jamais allé, quasiment, à part eux trois, et il se trouve qu'ils se rencontrent et il se trouve que ça le sauve. Et là, on a aussi le rapport à Johansen qui est intéressant, parce que donc Johansen, ça devient son second dans l'expédition, donc c'est son compagnon, mais c'est quand même ça reste Nansen, le supérieur hiérarchique, et ça va rester jusqu'au bout, malgré le fait qu'ils sont deux dans un trou à vivre ensemble pendant des mois, à partager évidemment tout. Donc dans leur journal, ils finissent par dire qu'un jour, ils finissent par se demander l'autorisation de se tutoyer. Donc c'est quand même assez joli, on les imagine là dans leur trou depuis 3 mois, et un jour, peut-être pourrions-nous nous tutoyer, donc ils finissent par se tutoyer. Mais quand même, la distance n'est jamais abolie. Au moment où donc ils sont sauvés, donc on imagine que c'est Johansen qui prend cette fameuse photo, donc on imagine qu'il est là en train de se geler les doigts, alors c'est quand même des survivants, ils sont quand même dans un état catastrophique. Il prend quand même cette photo de son chef, qui reste son chef, et leur destin à tous les deux, plus ça va, plus on a l'impression que c'est une ligne commune, comme ça, qui finalement s'écarte de plus en plus. Et Johansen va finir par se suicider. Absolument. Parce que il ne supportera pas en fait le retour à la vie, le fait que son compagnon soit acclamé, qu'il devienne un héros national et que lui soit finalement beaucoup moins célébré. Il lui arrive encore un certain nombre de choses, mais finalement, c'est une chute alors que la courbe de Nansen ne cesse d'être ascendante. Donc ça, c'est une image dans cette photographie-là, puisqu'on parle de photographies aussi qui contiennent tout un récit. Dans la photographie de Nansen serrant la main de cet explorateur, il y a toute cette histoire aussi qui est contenue d'une certaine manière. Avec cette mise en valeur des liens éphémères et pour autant extrêmement intenses qui peuvent se tisser en situation de survie, justement, les proximités, les familiarités, enfin les proximités qui ne sont pas des familiarités, puisqu'elles sont extrêmement réversibles, qu'à la seconde où on se retrouve sous le regard social, chacun reprend sa place d'une manière qui... D'ailleurs, vous entrez à cette occasion dans les possibles pensées de Johansen et sur la manière dont il aurait pu ressentir aussi immédiatement et aussi sèchement le retour à une situation de grade hiérarchique, après avoir vécu lové contre l'autre, dans la chaleur du corps de l'autre pour survivre. Oui, tout à fait. C'est des choses qu'il a écrites. Donc là, rien n'est inventé, même si encore une fois, il y a une part d'interprétation. Mais l'envie, oui, c'était vraiment d'essayer de comprendre ce que Johansen avait pu ressentir. Et dans cette question de la survie, on le voit dans toutes ces expéditions.
finalement, qu'est-ce que c'est la survie ? Et le fait que survivre n'est pas seulement survivre, sinon ça ne marche pas. Ou ça finit par se retourner contre eux, et c'est ce qui arrive à Johansen. Il se suicide des années après, mais finalement, il n'a pas survécu en fait, à cette expédition. Et on se rend compte que les explorateurs qui survivent, finalement, souvent, c'est ceux qui décident que la survie ne suffit pas. Exactement. Comme Shackleton, qui est un autre d'ailleurs qui se gèle les doits en prenant des photos. Oui, tout à fait. Alors lui, il se les gèle littéralement, il va vraiment perdre ses doigts. Shackleton, donc autre explorateur anglais, qui lui a réussi à sauver tous ces hommes, donc dans une situation qui était quand même dramatique. Leur bateau est pris par les glaces, ils sont obligés de fuir de lieu en lieu. Enfin, c'est une espèce de périple complètement cauchemardesque comme ça. Et Shackleton, par exemple, il va, au péril de sa vie, retourner sur le bateau en train d'être broyé par les glaces pour récupérer la guitare. Parce qu'il pense qu'on ne peut pas survivre si on ne fait que survivre et qu'il faut aussi... et voilà, parce que c'est ça, l'un de ses compagnons qui possédait une guitare. Des métiers essentiels. Ça montre que même dans certaines situations évidemment très dramatiques et très désespérées, ce qui n'est pas essentiel justement est essentiel, est absolument essentiel pour survivre vraiment et pour se sortir vraiment vivant en fait de ces expériences-là. Ouais. Et on parlait tout à l'heure de la photographie, elle joue un rôle extrêmement prégnant dans cette question de la survie, justement, dans le texte. Parce que si on y revient un peu de manière plus serrée sur le motif de la survie ici, il se décline selon plusieurs formes. Il y a la survie évidente, physique, en fait, la survie du corps dans les situations qui sont les plus extrêmes que puisse vivre un corps humain, en fait. Il y a une survie face au désespoir, qui soit mentale, psychologique, comment tenir. Ce sont des scènes notamment de correspondance frénétique entre deux amants, en fait, entre Strindberg et sa fiancée, dans le silence, puisque c'est une correspondance qui ne part pas et qui ne trouve pas réponse, mais qui entretient un lien avec la vie. Il y a des formes de survie qui sont toutes relatives. Il faut survivre à, c'est le cas de Anna, justement, de l'autre côté du fil de cette correspondance-là, lorsque son fiancé, et même pas son époux encore, veuve avant même d'être mariée, c'est ce que vous écrivez de Anna, doit s'inventer une vie de l'après, alors même que la mort de Nils n'est pas encore certaine. Et puis il y a toute ce déploiement de la survie en tant qu'elle est métaphorique et projetée. Et c'est le souci de la postérité, cette manière que vous avez de scruter les regards tournés vers nous, en fait. Parce qu'insister pour être pris en photo au moment même où l'on sait qu'on est en train de mourir, c'est s'adresser déjà à ce qui vient après et vouloir laisser une trace. Shackleton est un personnage important dans cette question-là, l'importance, la dignité qu'il y a à rester debout pour être pris en photo. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se fait geler les doigts, c'est parce qu'il prête ses mitaines au photographe. Exactement, exactement. Et la photo est plus importante quelque part que le corps réel. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce devenir fantôme de son vivant, en fait ? C'est même pas seulement apparaître comme fantôme sur la photographie, c'est avoir déjà conscience que sa vie présente n'a plus peut-être comme seul but que d'assurer qu'on en garde le souvenir après. Oui, c'est ça, c'est la question de la projection, c'est qu'on ne peut pas vivre sans se projeter. Et la photo, c'est la projection matérielle, physique de la vie. Et c'est vrai que c'est ça qui rend ces photos émouvantes aussi, c'est qu'ils regardent toujours bien droit l'objectif et on sait qu'ils regardent la personne qui va voir ces photos. Alors ça aurait pu être les personnes de leur époque, il se trouve que personne ne les a vues avant 30 ans déjà, donc c'est un avenir qui est déjà lointain. Et puis c'est aussi nous, effectivement, c'est toutes les personnes qui vont poser les yeux sur ces photos un jour, qui, par ricochet, par répercussion, les aident à se tenir droit et à rester vivants. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est ça aussi, alors ça c'est des choses qu'on découvre rétrospectivement, puisqu'au départ en voyant les photos, donc je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas le contexte dans lequel elles avaient été prises, mais rétrospectivement on sent qu'en fait cette espèce d'accroche très forte qu'ont ces images, elle vient aussi de là, elle vient aussi de leur volonté à eux, désespérée, d'accrocher un regard de l'avenir. Comme un appel. Ouais. Et même le journal a la même fonction, évidemment. On va les retrouver quand on retrouve leur corps. Le journal est soigneusement emballé, André le tient contre lui. Enfin, donc il y a vraiment la légende doit être ce qui reste d'eux et ils vont tout faire pour que cette légende soit la plus vivante possible. C'est aussi pour ça qu'on se doute, sans connaître évidemment l'écart entre la réalité et ce qu'ils racontent, mais qu'on se doute que le récit, au bout d'un moment, devient plus important que ce qu'ils sont en train de vivre. Et alors, est-ce qu'ils inventent, est-ce qu'ils enjolivent, tout ça, on ne sait pas, mais en tout cas, ils passent sous silence plein de choses, très certainement.
et ils prennent un soin extrêmement important, oui, à raconter et à laisser ces traces-là. Ce qui nous rend aussi, je trouve, ce qui crée aussi sans doute ce doute et cette inquiétude, c'est que, dont on parlait au début, c'est que ces documents, ils sont extrêmement chargés pour ceux qui les ont produits, et donc on ne peut pas les recevoir de manière complètement légère. Moi, en tout cas, je me suis sentie obligée par rapport à ces documents, c'est-à-dire obligée de chercher tout ce qui avait pu être contenu à l'intérieur et pas seulement une interprétation qui aurait été la mienne de femme du XXIe siècle et qui découvre ces documents, mais d'essayer de croiser les regards, de croiser les points de vue, d'essayer de ne pas être injuste par rapport à ce qu'eux auraient voulu faire passer, et en même temps de ne pas être dans l'admiration non plus uniquement, parce qu'évidemment, ce qui m'a intéressée aussi dans ce livre, c'est de l'écrire depuis aujourd'hui. C'est-à-dire de jamais non plus me mettre à leur place et essayer vraiment de me télétransporter au 19e dans la tête d'André, mais au contraire de me dire comment ces traces se sont transformées aussi au fil du temps. Elles nous arrivent aujourd'hui, évidemment pas telles qu'elles ont été produites. Elles nous arrivent avec le passage du temps, avec les histoires, les récits qui sont passés par-dessus, avec la connaissance qu'on a aujourd'hui du devenir de ces lieux-là, des pôles, des conséquences qu'ont eu ces explorations aussi. Parce qu'au moment où ils les font, eux, ils sont juste dans l'enthousiasme, en fait, dans l'envie de la conquête. Et dans la prédation, c'est ce que dans la prédation, absolument, une prédation joyeuse, une espèce d'appétit comme ça de posséder le monde, d'être les maîtres du monde. Il y a quand même vraiment ça. Ouais. Et aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus regarder cet enthousiasme avec la même fraîcheur, quoi. C'est ça, vous comparez en fait deux gestes qu'ils ont. D'un côté, le désir de cartographie pour faire rétrécir le monde, parce que c'est vraiment ça l'enjeu à cette époque-là, s'approprier les dernières franges du monde non connues, les rendre connaissables à soi et domestiqués. Et donc évidemment, il y a un lien avec le monde sauvage en fait qui vit là, et puis cette frénésie de chasse, de cueillette, de conservation qu'ils ont. Vous écrivez à un moment comme si le monde n'était qu'une manne et il y avait là un devoir de se servir. En fait, c'est pas seulement le plaisir, mais l'injonction faite à l'humain de se servir. Et sur la même page, justement, d'un seul coup, un bond en avant, et on voit la banquise qui s'effondre, les glaciers sur 30 mètres qui sombrent d'un seul coup dans l'eau extrêmement bleue. Et on se demande, parce que, encore une fois, le ton dans ce roman est extrêmement souple. Et c'est ce qui fait en partie qu'il nous accroche aussi. Mais à ce moment-là, quel est le ton? Quelle est votre perspective au moment de... bien sûr, il y a ce recul critique sur le geste de conquête qui était encore celui des explorateurs de cette période-là. Mais par rapport à la présence des animaux dont vous montrez beaucoup, la sauvagerie dont ils sont victimes, pourrait-on dire, avec notre vocabulaire contemporain, la manie qu'ils ont de tuer des ours même quand ils n'en ont pas besoin au début, pour le plaisir de se dire qu'on tue des ours, en fait c'est le sport, c'est la reprise d'une activité de gentleman. Est-ce qu'il y avait là une forme de conscience ou de désir de discours écologique ou une forme de recul critique sur l'anthropocentrisme qui soit véritablement connecté à la crise environnementale actuelle, à des discours militants d'aujourd'hui? Alors, c'est évidemment nourri de tout ça, de la conscience qu'on a aujourd'hui de ça. Après, ça ne se place pas exactement sur le même terrain non plus que ces discours militants que je peux partager par ailleurs. Parce que, encore une fois, c'est vraiment l'objet de départ, donc ces photographies, qui vont susciter une réflexion. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout écrit ce livre avec, au départ, l'envie de faire un manifeste contre le réchauffement climatique. Ce n'était pas du tout l'idée. C'est vraiment des choses qui sont venues petit à petit, et c'est toujours comme ça que je travaille, c'est en essayant de ne pas avoir d'idées préconçues ou de messages préconçus à faire passer, mais d'aller creuser pour voir ce que les documents charrient eux-mêmes, en fait. Et il se trouve que ces photos ont fait que, au bout d'un moment, j'ai fini par aller au Spitzberg, donc sur ce dernier archipel avant le pôle Nord, d'où ils sont partis pour leur périple, et que tout bêtement, en fait, le paysage que j'étais venue chercher, donc ce paysage enneigé dans lequel eux sont noyés, n'existait plus. Et même si j'avais plus
le prévoir. Enfin, je savais avant de partir qu'au Spitzberg en juillet, en tout cas l'année où j'y suis allée, il n'y avait pas de neige et que donc ce paysage était radicalement différent de celui que je venais chercher. Il y a quand même eu cette espèce de choc à avoir tourné autour de ces images pendant plusieurs années et finalement arriver sur place et voilà, constater de mes propres yeux que ces paysages-là avaient disparu. Et me rendre compte du coup que ce livre-là, si je m'étais autant attachée depuis des années de travail à la disparition de 3 hommes, si ça me tenait autant, c'était pas uniquement parce que ces 3 hommes avaient disparu, c'était finalement la disparition d'un paysage et c'était la disparition de tout un rapport au monde en fait. Et c'est souvent comme ça en fait que les choses arrivent. Pour moi, je finis par comprendre en écrivant au bout d'un certain temps pourquoi en fait un document par exemple va résonner aussi fort. Ça peut être des implications d'ordre plus intime ou familial, comme c'était le cas aussi dans Une île, une forteresse, où finalement travailler sur une ville de République tchèque m'a ramené à une histoire beaucoup plus intime. Là, je pense que pour Un monde sans rivage, c'est plutôt une histoire collective, c'est-à-dire c'est une histoire de mondes différents en fait. Leur monde, qui finalement est le nôtre aussi, est un peu... Mais on est un petit peu à un moment charnière, il me semble, où finalement on voit les limites de ce rapport au monde dont eux ont été les héros, les précurseurs, enfin, parmi évidemment les précurseurs. Donc il y a eu cette confrontation qui a été évidente au bout d'un moment. Et c'est vrai qu'il y a cette question de la disparition qui est quand même très, très forte dans ces images, et puis qui traverse tout mon travail aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup. L'envie d'écrire aussi pour que les choses ne soient pas complètement disparues, ou en tout cas d'aller chercher dans la disparition qu'est-ce qui est encore actif et qu'est-ce qui peut faire de l'écriture. Et là, voilà, c'est cette question de la disparition des paysages et au-delà de ça, bien sûr, de tout un milieu et de toute une vie qui est aussi la nôtre. Finalement, c'était ça aussi, je pense, qui m'a tellement happée dans ces photos au début, sauf que j'ai mis très longtemps à le voir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement sensible, cette manière d'écrire autour de la survie, mais en fait de véritablement parler de la disparition en tant que telle, de ce qu'il reste après la disparition. Disparition aussi bien des hommes, disparition du monde, disparition d'un rapport au monde, comme vous le disiez, disparition du document avec ces photographies qui sont là dans un état de dégradation, vous en parliez. Et puis peut-être, cela m'emmène à ce qui devra être, je crois, notre dernière question, mais à ces formes justement qui traversent votre travail. Et là, je sors de ce livre et j'englobe notamment Une île, une forteresse, autour de la question de la survie ou du survivre, ou de la survivance plutôt. Vous parlez beaucoup de fantômes, vous en avez beaucoup parlé pendant notre entretien. Qu'est-ce que c'est que cette forme de hantise, peut-être, de spectralité, de superposition de différentes formes de vie sur un même lieu, quel est cet imaginaire-là? Qu'est-ce qui vous pointe dans cette idée-là du vivre comme une vie peut-être éphémère, évanescente plutôt, qui soit une vie qui se construise en tant qu'elle vient après? Ça ramène à la question des strates, effectivement, de ce qui est toujours apparent dans un lieu, notamment. Alors c'est vrai que moi, je travaille beaucoup sur les lieux, enfin, ça a été beaucoup, c'est presque toujours le point de départ du livre, c'est l'image et le lieu. Et par ailleurs, vous avez même monté une exposition, il me semble, avec ces photographies, dont une seule est reproduite pour ce livre en couverture. Oui, avec d'autres artistes aussi, avec des artistes contemporains qui avaient travaillé sur cette question du récit, du Grand Nord, pour le dire rapidement. Mais oui, c'est ce qui est souvent fascinant dans un lieu, en fait, c'est qu'on n'a jamais fini d'épuiser tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible aussi, et la manière dont ça reste et dont ça surgit. J'étais par exemple il y a 2 jours à Drancy où j'ai fait une partie de ma résidence donc pour écrire Une île, une forteresse et pour rencontrer des gens que j'avais rencontrés à cette époque-là, enfin et le temps ayant passé depuis que je les avais vus, c'est-à-dire 5-6 ans, déjà on se rend compte que la façon de raconter les choses, la façon de parler de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, donc qui est pourtant
encore plus loin dans le temps. Déjà, cette façon-là a changé aussi, le lieu a changé aussi. Les survivances de ce passé-là ont pris d'autres formes. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup dans l'écriture, c'est d'essayer de voir en fait quels sont les moyens de surgissement en fait du passé, ou pas seulement du passé d'ailleurs, parce que le présent est tissé de tout ça. Et de se rendre compte au bout d'un moment que ces histoires-là ne sont jamais terminées, comme aucune histoire n'est terminée. Je pense à Sebald, par exemple, que j'avais beaucoup lu pour Une île, une forteresse, qui avait été vraiment comme une sorte de guide et presque de personnage finalement du livre, pour qui là, il y a cette question aussi du passé qui ne passe pas et qui en tout cas qui se transforme en autre chose. Et qui... J'avais proposé Pérec sur cette voilà aussi, bien sûr, ouais. À partir du lieu aussi. Ouais. Avec cette idée, du coup, vous diriez que la survie, ou que cette forme-là est une négociation constante qui elle-même est en dynamisme et continue de se stratifier? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est aussi actif dans le travail d'écriture lui-même. C'est-à-dire que moi, je relis énormément, enfin comme beaucoup d'auteurs, mais il y a ce travail d'essayer de faire affleurer des choses en fait qui sont parfois inconscientes, même pour moi au moment où elles affleurent, et ensuite d'essayer de revenir sur le texte en essayant de voir un peu comme un paysage d'où il pourrait dépasser des infractuosités, enfin on pourrait trouver des infractuosités, des mondes, et essayer de voir ce qui dépasse du texte en fait et ce qui peut être saisi pour être développé et devenir quelque chose. Je ne sais pas si je suis très claire, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'écriture, il y a aussi ce travail-là, en fait, d'essayer de voir ce qui se dépose, en fait, parfois à mon insu aussi, et ce que ça veut dire. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a toujours un temps long d'écriture pour moi. Enfin, Un monde sans rivage, c'est 4-5 ans, quasiment 5 ans d'écriture, parce que j'ai besoin aussi du temps. De laisser passer parfois 1 mois, 2 mois, et d'essayer d'aller moi-même de faire une petite archéologie récente du texte pour essayer de voir finalement ce qui s'est déposé. Et c'est vrai que oui, dans l'écriture se reproduit en fait ce travail sur le terrain, où d'essayer de trouver des choses qui dépassent, de trouver des points à relier, et selon le moment où on relit, finalement, le dessin est toujours différent. C'est pour ça que c'est très difficile de finir, pour moi, de terminer un livre. Je ne peux pas rêver mieux comme mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, Hélène Gaudy, pour cet entretien. Merci à vous.